Personne ne connaissait son nom, jusqu'à ce qu'il chante cette chanson dans le métro et fasse pleurer un producteur de musique millionnaire. Avant de plonger dans l'histoire, dis-nous où tu l'as entendu. On espère que tu l'aimeras. L'air froid de décembre traversait la station Broadway comme des couteaux invisibles. Entre les piliers d'acier et le sol en béton, le vent sifflait, piquant la plupart des passagers. Leurs visages étaient détournés du froid, leur col relevé, leurs yeux fixés sur des endroits loin de ce monde souterrain. Émilie Dubois, âgée de seulement 12 ans, fermait les yeux comme elle le faisait toujours avant de chanter. Ce n'était pas le trac. La station animée était sa scène depuis près de 2 ans maintenant. Mais c'était un moment de silence, comme un plongeur qui prend une dernière bouffée d'air avant de plonger dans les profondeurs. Lorsque sa voix s'est enfin fait entendre, elle a fait taire même le grondement des trains. Pour un instant. Claire comme l'eau d'une source de montagne, mais lourde d'une tristesse qui appartenait à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Sa mélodie flottait au-dessus du tumulte urbain. Amazing Grace, un hymne aussi vieux que le monde, mais interprété par sa jeune voix. On aurait dit qu'il renaissait. Comme si on entendait un ange dans le métro, murmura une vieille dame qui s'était arrêtée, ses sacs de course toujours serrés dans ses mains. Elle glissa un billet de 5 $ dans la casquette usée d'Émilie, les yeux fixés sur le visage de l'enfant, avec un mélange d'émerveillement et de tristesse. Émilie hocha la tête en signe de remerciement, mais ne s'interrompit pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Chaque note, chaque pièce, chaque minute comptait. À la maison, les flacons de médicaments de sa grand-mère s'empilaient sur la table de la cuisine comme une forêt de plastique. Chacun représentait 1 mois de traitement supplémentaire pour la polyarthrite rhumatoïde qui dévorait leurs maigres ressources. À mesure que le soir tombait, la foule de l'heure de pointe se dégelait. Les doigts d'Émilie gercés par l'air hivernal serraient à la casquette où se trouvait le gain de la journée. Pas assez, jamais assez, mais mieux que rien. Son répertoire était passé de mélodies pleines d'espoir à des airs plus sombres, en accord avec l'humeur morose des retardataires. « Dernier train dans 10 minutes, ma chérie », dit le chef de gare, d'une voix plus douce que d'habitude pour la jeune chanteuse. « Ne le rate pas ». Émilie acquiesça et rassembla ses affaires. Il lui faudrait 20 minutes pour rejoindre leur petit appartement où grand-mère Marguerite l'attendait en faisant semblant de ne pas regarder l'horloge avec une anxiété grandissante. Comme prévu, quand Émilie ouvrit la porte de leur appartement au 4e étage sans ascenseur, Marguerite Dubois était assise à la table de la cuisine, ses mains noueuses serrant une tasse de thé froid. « Bonjour », dit Marguerite, la voix tendue à force d'essayer de paraître décontractée. Émilie vida ses poches et compta les recettes de la journée. 42 et 30 $, annonça-t-elle, essayant de donner à cette somme un air triomphant. Les yeux de Marguerite se remplirent de larmes. Elle cligna rapidement des yeux, non pas à cause de la douleur physique qui tourmentait constamment ses articulations, mais en regardant sa petite fille, orpheline à 9 ans, porter le poids de leur famille brisée, avec pour seule arme sa voix. « Tu devrais faire des soirées pyjama et t'inquiéter pour tes devoirs », murmura Marguerite en serrant Émilie dans ses bras avec force. « Pas ça, j'aime chanter », répondit Émilie avec la dignité simple qui était devenue sa marque de fabrique. « Et demain sera un jour meilleur, c'est vendredi. Les gens sont généreux le vendredi. » Alors qu'elle mangeait leur modeste souper composé de soupe et de pain rassis, Marguerite grimaçait en levant sa cuillère. Émilie faisait semblant de ne rien remarquer. Tout comme Marguerite faisait semblant de ne pas voir qu'Émilie réduisait sa portion pour s'assurer que sa grand-mère ait assez à manger. Plus tard, dans l'obscurité de leur chambre commune, Émilie fixait le plafond où des fissures formaient des motifs ressemblant à des rivières sur une carte. Elle fredonnait doucement, répétant les chansons du lendemain, réfléchissant à celles qui pourraient rapporter le plus. Dehors, la neige commençait à tomber, décorant la ville de blanc, tandis qu'à l'intérieur, une fillette de 12 ans portait le fardeau d'une adulte, sa voix extraordinaire étant la seule lumière dans l'obscurité grandissante. Les couloirs de l'école élémentaire Victor Hugo étaient un champ de mine pour Émilie. Chaque jour, elle marchait les yeux fixés sur le sol éraflé, les épaules voûtées, comme si elle attendait le coup inévitable. « Voilà la fille du métro », murmurait-on à son passage, alors qu'elle serrait plus fort contre sa poitrine ses manuels scolaires d'occasion. Les mêmes baskets usées qu'elle portait depuis 3 ans auraient tout aussi bien pu être une enseigne lumineuse annonçant sa pauvreté. À l'heure du déjeuner, Émilie était assise seule au bout d'une longue table, griffonnant des paroles de chansons dans les marges de son cahier tout en avalant rapidement son repas subventionné. Elle avait compris que manger vite lui évitait les commentaires, ou pire encore, la pitié. « C'est une autre chanson ?» demanda Madame Winters, la prof de musique, qui apparut soudainement à côté d'elle. « Tu sais, tu pourrais rejoindre la chorale au lieu de rester à regarder depuis le seuil de la porte. »
Émilie secoua la tête et ferma son cahier. « Je dois rentrer à la maison après l'école élémentaire Victor Hugo », répondit-elle doucement. Ce qu'elle ne pouvait pas expliquer, c'était que la chorale impliquait des représentations, et que les représentations impliquaient des frais pour les costumes, et même 5 $ pour une chemise blanche d'occasion, c'était 5 $. Il n'avait pas le contraste entre sa vie à l'école élémentaire Victor Hugo et ses soirées à la maison ne pouvait pas être plus frappant. Dans leur petit appartement, dans la cuisine mal éclairée, la vraie personnalité d'Émilie émergeait comme un papillon sortant de son cocon. « Un peu plus de farine », dit Marguerite, en regardant les petites mains d'Émilie besoin de pâtes sur le comptoir. Faire du pain à la maison permettait d'économiser de précieux dollars chaque semaine. Ta mère avait le même toucher avec la pâte. Douce mais ferme, Émilie absorbait ces petits détails sur sa mère comme des joyaux précieux, les stockant dans sa mémoire. « Raconte-moi quand elle chantait », l'encouragea-t-elle, connaissant la réponse, mais ayant besoin de l'entendre à nouveau. Le visage de Marguerite s'adoucit, la douleur momentanément oubliée. Elle avait cette même lumière dans la voix que toi, comme si chaque note portait toute une histoire. Ses mains noueuses, malgré leur raideur, s'animaient dans les airs. Ce n'était pas seulement du chant, c'était comme voir des couleurs apparaître de nulle part. Ces leçons du soir étaient plus que des cours de cuisine. C'était un des moments sacrés de connexion. Alors qu'elles travaillaient côte à côte, leurs voix s'accordaient naturellement sur de vieilles chansons folkloriques que Marguerite avait apprises de sa propre mère. Le papier peint décollé et les dalles fissurées du plafond semblaient moins déprimants lorsqu'ils étaient remplis de leurs mélodies entremêlées. « C'est demain mon rendez-vous », dit Marguerite avec désinvolture. Mais il n'y avait rien de désinvolte dans les visites chez le spécialiste qui engloutissaient leurs maigres économies. « C'est juste un contrôle, ne t'inquiète pas. » Émilie acquiesça, faisant semblant de croire à cette fiction. Elle avait vu les nouvelles ordonnances sur le comptoir, les doses de plus en plus fortes, la façon dont Marguerite devait parfois utiliser ses 2 mains juste pour tenir une tasse de thé. Cette nuit-là, après que Marguerite se soit endormie, Émilie s'entraîna à voix basse, essayant de nouvelles chansons qui pourraient plaire aux passants du matin. Son répertoire s'était élargi de manière stratégique. Des chansons entraînantes pour les travailleurs matinaux, des morceaux contemplatifs pour la foule du soir, des airs patriotiques lorsque des militaires en uniforme passaient. Au-delà de la fenêtre, la ville continuait son rythme incessant. Indifférente à la jeune fille qui portait des soucis d'adulte sur ses frêles épaules, mais dans cette petite chambre, Émilie Dubois se préparait au combat de la seule manière qu'elle connaissait. Avec des paroles et des mélodies comme armure, sa voix extraordinaire comme seul bouclier protégeant ce qui restait de sa fragile famille. La neige tomba violemment sur la ville, transformant le trajet du soir en un cauchemar au ralenti. Robert Morel, 52 ans, descendit les marches de la station Broadway les épaules voûtées, comme pour se protéger de quelque chose de plus que le temps. « L'art n'est pas un produit », avait-il crié avant de sortir en trombe de la salle de réunion, laissant derrière lui des cadres stupéfaits et leurs documents d'acquisition. Son label indépendant, construit au cours de 20 années passées à découvrir des voix authentiques, était sous pression pour être vendu à un conglomérat qui considérait la musique comme une simple marchandise à emballer et à vendre. Le téléphone de Robert vibra dans sa poche. Un autre SMS de son chauffeur coincé dans les embouteillages. Il soupira, résigné à rejoindre la foule sur le quai du métro. De la poche de son manteau, il sortit un petit portefeuille en cuir qu'il ouvrit pour y découvrir, non pas de l'argent, mais une photo défraîchie d'Elena, sa femme depuis 30 ans, emportée par un cancer 18 mois plus tôt. Son sourire avait encore le pouvoir de le recentrer quand tout le reste lui semblait chaotique. « Encore 2 arrêts », marmonna-t-il, répétant la conversation qu'ils avaient eue des milliers de fois pendant leur mariage. « Respire profondément, Robbie », aurait dit Elena en utilisant le surnom qu'elle seule avait le droit d'utiliser. Alors qu'il attendait, le vacarme de la station, les annonces, les conversations, le grondement lointain des trains se dissipèrent soudainement comme un rideau, laissant émerger un seul son avec une clarté surprenante. Une voix pure comme la lumière du matin chantait Amazing Grace avec une telle émotion que Robert sentit tout son corps s'immobiliser. Il se retourna, cherchant la source, s'attendant à voir un musicien de rue professionnel ou peut-être une opération promotionnelle. Au lieu de cela, ses yeux trouva une petite silhouette dans le coin du quai. Une jeune fille vêtue de vêtements usés, les yeux fermés en concentration, chantant comme si son âme dépendait de chaque note parfaite. Les gens se pressaient, la plupart jetant à peine un coup d'œil à la petite artiste qui déposait de temps en temps quelques pièces dans ce qui semblait être une casquette de baseball délavée. Mais Robert ne pouvait pas bouger. Son oreille exercée, qui avait découvert certaines des voix les plus distinctives des 2 dernières décennies,
reconnaissait quelque chose qui transcendait la technique ou l'entraînement. « Ce n'est pas une enfant qui chante », pensa-t-il, fasciné. « C'est une âme qui se souvient. » La voix de la fillette contenait quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis les premières prestations d'Hélène, avant que sa formation au conservatoire n'ait poli une partie de sa puissance émotionnelle brute. Cet enfant chantait avec le poids d'expérience qu'elle ne pouvait pas avoir vécu. La perte, le désir, l'espoir au-delà de toute raison, tout était contenu dans la clarté parfaite de la jeunesse. Quand elle a fini l'hymne et est passée sans transition à Bridge over Troubled Water, Robert s'est retrouvé à s'approcher, attiré par un instinct qui avait fait sa carrière. Il a remarqué des détails maintenant, ses doigts qui lisaient le solfège, la façon prudente dont elle hochait la tête en signe de remerciement sans interrompre sa mélodie, le léger tremblement de ses épaules qui suggérait des heures passées debout dans le tunnel plein de courants d'air. Derrière elle était assise une femme plus âgée, probablement sa grand-mère, à en juger par la ressemblance autour des yeux, dont les mains noueuses se crispaient de temps en temps comme si elle souffrait. La femme regardait la jeune fille avec un mélange de fierté et de chagrin que Robert reconnut immédiatement. La même expression qu'il voyait dans le miroir tous les jours depuis qu'il avait perdu Hélène. Quelque chose se cristallisa dans l'esprit de Robert à ce moment-là. Une décision se forma avant même qu'il en ait conscience. Son téléphone vibra à nouveau, mais il l'ignora. Il était entièrement concentré sur cette voix extraordinaire qui transperçait le chaos du métro, sur l'histoire racontée sans parole, sur le sentiment inexplicable qu'il était censé rater son taxi ce soir. Alors que les dernières notes de la chanson s'évanouissaient, dans le grondement d'un train qui approchait, Robert Morel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 18 mois de solitude. Un but. Pendant 3 soirs de suite, Robert est retourné à la station Broadway. Chaque soir, il se positionnait différemment. Une fois près des distributeurs de tickets, une fois près d'un kiosque à journaux, une fois appuyé contre un pilier éloigné, observant la jeune chanteuse avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé des décennies à évaluer des talents. Mais il ne se contentait plus d'étudier sa voix. Il observait comment elle interagissait avec les passants, comment son visage s'illuminait lorsqu'une vieille dame s'arrêtait pour l'écouter, comment sa posture changeait subtilement lorsqu'elle chantait des chansons d'espoir plutôt que des chansons tristes. La grand-mère restait toujours là, assise à proximité avec un thermos de thé, ses doigts tordus battant parfois la mesure malgré leur raideur. Le 3e soir, Robert a enfin trouvé le courage de les aborder. Pas en tant que magnat de l'industrie, mais en tant que personne capable de reconnaître la douleur transformée en beauté. Il a attendu que l'agitation du soir se calme et que la jeune fille fasse une pause pour boire une gorgée d'eau dans une bouteille réutilisée. « Ta voix », a-t-il dit simplement, s'adressant à la jeune fille et à sa grand-mère. Elle raconte des histoires que beaucoup d'adultes ne peuvent pas raconter. La réaction fut immédiate. La jeune fille se raidit et se réfugia derrière sa grand-mère, tandis que les yeux de la vieille femme se plissaient avec une suspicion protectrice. « Je m'appelle Robert Morel », poursuivit-il en tendant une carte de visite que la femme refusa. « Je dirige un label indépendant à Montreuil. »« Vous êtes comme cet homme de l'année dernière ?» demanda soudainement la petite fille d'une voix aiguë et méfiante. « Celui qui a promis des cours et qui a disparu ensuite. »« Et si... qui ?» La question frappa Robert comme un coup physique, révélant un passé de promesses non tenues qu'il n'avait pas anticipé. La grand-mère scruta son visage attentivement, et Robert eut la nette impression qu'elle voyait au-delà de son manteau cher et de ses chaussures cirées, l'homme brisé qui se cachait derrière. « Émilie, » dit la femme doucement à sa petite fille, « écoutons ce que M. Morel a à dire. » Robert s'éclaircit la gorge, ne sachant soudain plus comment s'y prendre. Son discours bien rodé et son jargon lui semblaient tout à fait inappropriés. Au lieu de ça, il fouilla dans sa poche et en sortit la photo usée d'Elela Nena. « Ma femme, » expliqua-t-il d'une voix basse. « Elle est partie depuis 18 mois maintenant. C'est sa voix qui m'a fait croire au pouvoir de la musique au départ. » Il fit une pause, cherchant ses mots. Après sa mort, la musique était la seule chose qui l'aidait. Certains jours, c'était la seule raison de se lever le matin. L'expression de la grand-mère s'adoucit presque imperceptiblement. « Je m'appelle Marguerite Dubois, » dit-elle enfin. « Voici ma petite fille, Émilie. » Robert acquiesça, remarquant que les mains de Marguerite tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait son foulard. « Qu'est-il arrivé à l'homme qui avait promis de donner des cours ?» demanda-t-il à voix basse. Le visage d'Émilie s'assombrit. « Il m'a enregistré en train de chanter, a dit que j'avais un potentiel viral, a promis de m'organiser des cours de chant, puis a bloqué nos appels après que la première vidéo ait eu quelques vues. Les vautours de l'industrie, » marmonna Robert, une véritable colère traversant son visage. « Il cherche du contenu rapide, pas à développer des artistes, » dit Marguerite en redressant les épaules.
Pourquoi devrions-nous croire que tu es différent? C'était une question légitime, et Robert respecta Émilie pour l'avoir posée. Je ne veux pas enregistrer Émilie aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine. Ce que je veux, c'est lui offrir une véritable audition devant de vrais professionnels de la musique dans un environnement contrôlé. Il sortit une deuxième carte sur laquelle il écrivit au dos. C'est mon numéro personnel. Appelez-le à toute heure, de jour comme de nuit, pour vérifier que je suis bien qui je prétends être. Émilie leva les yeux vers sa grand-mère. Une conversation silencieuse s'engagea entre elles. Marguerite semblait peser quelque chose de lourd dans son esprit, regardant tour à tour sa petite fille et cet inconnu au manteau coûteux et aux yeux fatigués. Une audition, finit-elle par accepter, d'une voix ferme malgré son apparence fragile. Juste ça, pour l'instant. Rien n'est enregistré, rien n'est posté en ligne. Robert acquiesça, soulagé. Juste ça, confirma-t-il, et j'enverrai une voiture. On prendra le métro, l'interrompit Marguerite avec fermeté. On connaît bien la ville, monsieur Morel. Alors que Robert s'éloignait, il entendit Émilie reprendre sa chanson, cette fois-ci dans une interprétation envoûtante et magnifique de Alléluia. Il s'arrêta à la sortie de la station, écoutant les notes pures et tristes résonner dans l'espace souterrain. Pour la première fois depuis les funérailles d'Hélène, il sentit quelque chose de longtemps endormi remuer dans sa poitrine. L'espoir. Le bâtiment de Morel Records à Montreuil n'était pas le palais corporatif qu'Émilie avait imaginé, mais un entrepôt rénové avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres industrielles. Pourtant, alors qu'elle se tenait à l'entrée, serrant la main de Marguerite, Émilie se sentait comme une intruse dans un pays étranger. « Il n'est pas trop tard pour partir », murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à la réception minimaliste avec ses vinyles vintage. Disques exposés comme des pièces de musée, Marguerite lui serra la main. « On est venu jusqu'ici, on ira jusqu'au bout. » La réceptionniste écarquilla légèrement les yeux lorsqu'elles donnèrent leur nom et décrocha immédiatement le téléphone. Quelques instants plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant une grande femme à la posture impeccable et au regard cliniquement évaluateur. « Valérie Marchand », se présenta-t-elle en tendant d'abord une main manucurée à Marguerite, puis, après une légère hésitation, à Émilie. « Je suis l'assistante de direction d'Émilie. Je travaille avec Robert depuis plus de 10 ans. » Ses talons claquaient avec autorité sur le parquet alors qu'elle les guidait à travers un dédale de couloirs. Émilie ne put s'empêcher de remarquer que le regard de Valérie se posait parfois sur son sac à dos usé et ses vêtements d'occasion. Robert a l'habitude de trouver des diamants dans des endroits inattendus. Robert a l'habitude de découvrir des diamants dans des endroits inattendus, commenta Valérie d'un ton qui suggérait que ces diamants se révélaient souvent n'être que du verre ordinaire. Chaque mot semblait ajouter une brique au mur de l'insécurité d'Émilie. Alors qu'elle traversait différentes pièces, elle aperçut d'autres jeunes artistes. Une fille avec un violoncelle dont le coffret seul coûtait probablement plus cher que tout ce qu'Émilie possédait. Un garçon qui réglait un violon avec l'assurance de quelqu'un qui jouait depuis toujours. Un ado en fringues de créateur qui bossait avec un coach vocal dont Émilie reconnaissait le nom dans les crédits d'un album. « Grand-mère », murmura Émilie en serrant la main de Marguerite si fort que ses jointures blanchirent. « On se fait des illusions. » La réponse de Marguerite fut interrompue lorsque Valérie s'arrêta devant une porte portant l'inscription Studio C. « Robert va vous rejoindre dans un instant, » dit-elle en leur faisant signe d'entrer. « Je peux vous offrir quelque chose ? De l'eau, du thé. »« De l'eau, ce sera parfait, merci, » répondit Marguerite, qui avait conservé toute sa dignité malgré l'environnement intimidant. Le studio était plus petit que ce à quoi Émilie s'attendait, intime plutôt qu'imposant, avec des panneaux acoustiques recouvrant les murs et un petit piano à queue dans un coin. Un seul micro trônait au centre, sa présence semblant plus intimidante que celle d'un public entier. « Ce n'est pas cet endroit qui compte, » dit Marguerite doucement, lisant dans les pensées d'Émilie. Le métro n'était pas très chic non plus, mais ta voix l'a rempli de beauté. Avant qu'Émilie n'ait le temps de répondre, la porte s'ouvrit et Robert entra, suivi d'un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel et aux lunettes perchées sur le bout du nez. Émilie, Marguerite et Robert les saluèrent chaleureusement. Voici Jacques Reed, l'un des meilleurs producteurs du métier. Jacques acquiesça, ses yeux évaluant Émilie avec un intérêt professionnel, plutôt que le scepticisme de Valérie. « Robert dit que tu as quelque chose de spécial, » dit-il simplement. « Voyons s'il a raison. » Émilie regarda Marguerite, qui lui fit signe de s'avancer. Alors qu'elle s'approchait du micro, Émilie sentit sa gorge se serrer d'angoisse. La station de métro ne lui avait jamais semblé aussi intimidante. Là-bas, les gens ne faisaient que passer, ils ne jugeaient pas. « Que voudrais-tu chanter pour nous ?» demanda Jacques en s'installant derrière le piano. « Amazing Grace »
répondit Émilie, se rabattant sur la chanson qui avait attiré l'attention de Robert. Jacques acquiesça et joua une intro simple qui semblait à la fois familière et bizarre dans ce cadre pro. Émilie ferma les yeux, à la recherche de cette sensation qui lui venait d'habitude si naturellement sur le quai du métro, mais rien ne vint. Sa voix sortit, techniquement correcte, mais dépourvue de l'émotion brute qui avait arrêté Robert dans son élan quelques jours plus tôt. Chaque note semblait creuse, mécanique, comme la voix de quelqu'un qui essaie désespérément d'impressionner plutôt que d'exprimer quelque chose. Au bout de 30 secondes, Jacques leva la main. « Stop !» dit-il d'un ton ferme. Émilie ouvrit grand les yeux, ses pires craintes se confirmant. Dans la cabine d'observation, elle pouvait voir Marguerite penchée en avant, l'inquiétude se lisant sur son visage buriné. « Tu nous montres comment tu chantes », dit Jacques en retirant ses lunettes. « Mais pas pourquoi tu chantes. » Ces mots frappèrent Émilie comme un coup physique. Les larmes menacèrent de jaillir, mais elle les retint avec acharnement. « Essayons autre chose », continua Jacques d'une voix plus douce. « Maintenant, à qui chantes-tu dans cette station de métro ?» Émilie regarda Marguerite, qui lui fit un signe de tête presque imperceptible. « À mon père », répondit Émilie d'une voix à peine audible. Il adorait cette chanson. Lors de ses derniers jours à l'hôpital, je la lui chantais quand les médicaments contre la douleur ne faisaient plus effet. Jacques retira son casque. « Alors chante-la comme s'il pouvait t'entendre aujourd'hui. Encore une fois. » Émilie ferma les yeux. Dans l'obscurité qu'elle s'était imposée, elle visualisa le visage de son père, non pas émacié et gris comme il l'était dans ses derniers jours, mais souriant et plein de vie, tel qu'elle se le rappelait autrefois. La première note qui sortit de sa gorge était empreinte d'une telle douleur que Robert, qui observait à travers la vitre, dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Jacques restait parfaitement immobile, seule une larme s'échappant de derrière ses lunettes, trahissant son émotion. La veille de l'audition officielle, une violente tempête avait coupé l'électricité dans leur petit appartement. À la lueur d'une bougie, Émilie avait trouvé Marguerite assise sur le sol de la chambre, une vieille boîte à chaussures ouverte devant elle. « Viens », avait dit Marguerite doucement en tapotant le tapis usé à côté d'elle. La lueur vacillante de la bougie projetait des ombres dramatiques sur son visage, la faisant paraître à la fois plus jeune et incroyablement vieille. Émilie s'installa à côté de sa grand-mère et se pencha sur la boîte. Parmi les photos jaunies et les coupures de journaux anciens, Marguerite sortit une image particulièrement défraîchie, celle d'une jeune femme rayonnante dans une robe simple, debout sur la scène d'un amphithéâtre universitaire. « Qui est-ce » demanda Émilie, même si elle connaissait déjà la réponse. Les doigts tordus de Marguerite touchèrent la photo avec révérence. Une fille qui croyait que sa voix pouvait changer le monde. Sa voix se réduisit à un murmure. « Moi, il y a près de 50 ans. » Émilie fixa l'image, essayant de concilier cette jeune artiste pleine d'assurance avec la silhouette voûtée de sa grand-mère. « Tu ne m'as jamais dit que tu chantais sur scène. »« Certains rêves sont plus difficiles à raconter que d'autres, » répondit Marguerite en sortant d'autres photos. Une Marguerite plus jeune avec un petit groupe d'artistes, un certificat de bourse, une affiche de théâtre avec son nom surligné. L'histoire se déroula comme une partition musicale douloureuse. La bourse complète pour un prestigieux programme musical, le rêve de Broadway. L'abandon quand Marguerite a découvert qu'elle était enceinte sans l'avoir prévu. Les années passées à faire 2 boulots pour élever seule la mère d'Émilie. « J'avais tellement de projets », murmura Marguerite, la voix étranglée par le souvenir. Mais ensuite, ta mère est arrivée et tout à coup, il y avait quelque chose de plus important que les ovations debout. Émilie prit un article de journal plié. « Une chanteuse prometteuse prend congé du programme », disait le titre. En dessous, il y avait une photo de Marguerite, visiblement enceinte, debout devant un bâtiment du campus. « Ils ont donné l'impression qu'il s'agissait d'une pause temporaire », expliqua Marguerite. Mais sans le soutien de sa famille et sans mari, il n'y avait pas de retour possible. Pas à ce moment-là. Émilie se blottit contre l'épaule de sa grand-mère. « Tu regrettes d'avoir abandonné le chant ?»« Je ne sais pas, » répondit Marguerite. « J'ai fait ce choix à un moment donné, et je l'assume. »« Tu as fait ce choix pour nous, » dit Émilie. « Tu as fait ce choix pour que nous puissions avoir une vie. » Je sais, Marguerite resta silencieuse si longtemps qu'Émilie crut qu'elle ne répondrait pas. « J'ai regretté les circonstances, pas le choix, » finit-elle par dire. « Ta mère était la plus belle chanson que j'ai jamais composée. » La bougie vacilla lorsque Marguerite sortit une dernière photo. On y voyait la mère d'Émilie, âgée d'environ 16 ans, chantant dans ce qui semblait être une chorale de l'école élémentaire Victor Hugo. Elle a hérité de ma voix, mais pas de mes rêves. La musique était une joie pour elle, pas une ambition. Elle se tourna vers Émilie, le regard soudain intense dans la pénombre.
La veille de l'accident qui a emporté tes parents, ta mère m'a fait promettre quelque chose. » La voix de Marguerite se brisa légèrement. Elle m'a dit « Si jamais tu révèles un talent musical, je ne dois pas laisser le monde te le voler comme il a volé le mien. » Émilie serra Marguerite dans ses bras, sentant le corps fragile de sa grand-mère trembler sous ses sanglots étouffés. « Je n'essaie pas de vivre à travers toi, » murmura Marguerite avec férocité. « J'essaie de te donner ce que personne ne m'a donné, une chance. » Elles restèrent assises ensemble dans la obscurité éclairée par des bougies jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Gardienne de 3 générations de femmes dont la voix devait être entendue. Le lendemain matin, Émilie se tenait figée devant la porte du studio C, paralysée par un doute soudain et envahissant. « Et si je n'y arrivais pas à nouveau ?» murmura-t-elle. « Et si hier n'était que de la chance ?» Marguerite redressa le col d'Émilie d'un geste déterminé. « Écoute-moi, notre famille a la musique dans le sang. Ta mère l'avait, je l'ai. Et toi? Tu l'as, plus fort que nous deux jamais. » Émilie secoua la tête. « Mais tous ces autres enfants, ils ont pris des cours toute leur vie. Ils ont une vraie formation. Ils sont à leur place ici. » « Et qui a décidé ça ?» demanda Marguerite, surprenant Émilie par son intensité. « Qui a établi que la musique n'appartient qu'à ceux qui peuvent se payer des cours coûteux? La musique existait dans les cabanes d'esclaves et les immeubles insalubres bien avant de trouver sa place dans les salles de concert. » Émilie cligna des yeux, surprise par cette facette de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ta voix n'a pas besoin d'autorisation pour être puissante, » poursuivit Marguerite. « Elle l'est déjà. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rappeler pourquoi tu chantes. » Avant qu'Émilie puisse répondre, la porte du studio s'ouvrit. Jacques Reed se tenait là, ses lunettes perchées sur la tête, un léger sourire aux lèvres. « Prête à faire de la magie ?» demanda-t-il simplement. Alors qu'Émilie entrait dans le studio, elle emportait avec elle bien plus que ses propres espoirs et ses craintes. Elle portait l'héritage des rêves brisés de sa grand-mère, la joie de vivre de sa mère et le souvenir affectueux de son père. Pour la première fois, elle comprit que sa voix n'était pas seulement la sienne. Elle était l'aboutissement de plusieurs générations. Lorsqu'elle s'avança vers le micro cette fois-ci, ses mains ne tremblaient plus. Le studio d'enregistrement était un sanctuaire de silence. Quand Émilie est entrée, le micro se dressait comme un juge silencieux attendant sa confession, sa grille métallique captant la douce lumière du studio. Jacques Reed l'observait depuis derrière la console de mixage, regardant par-dessus ses lunettes de lecture avec une intensité qui a fait se nouer l'estomac d'Émilie. Robert était assis à côté de lui, l'expression soigneusement neutre, mais ses yeux trahissaient une attente pleine d'espoir. À travers la vitre, Émilie pouvait voir Marguerite assise dans un fauteuil confortable, ses mains noueuses serrées sur ses genoux. « Quand tu es prête » dit la voix de Jacques dans le casque, étonnamment intime. Émilie acquiesça et prit une profonde inspiration alors que l'introduction au piano commençait à jouer dans son casque. Elle se mit à chanter, sa voix émergeant techniquement parfaite. Chaque note était exactement là où elle devait être. Chaque phrase était soigneusement contrôlée. Jacques leva la main après seulement 20 secondes. « Arrête !» dit-il d'un ton ferme. La musique s'arrêta brusquement, laissant Émilie dans un silence inconfortable. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Jacques, d'une voix ni fâchée ni gentille. « Je chante », répondit Émilie, la confusion évidente dans sa voix. « Non », rétorqua Jacques. « Tu démontres, tu me montres comment chanter, mais pas pourquoi tu chantes. » Cette remarque frappa Émilie comme un coup physique. Les larmes menacèrent de couler, mais elle cligna des yeux, puis se redressa avec férocité, ne voulant pas paraître enfantine. Jacques se pencha en avant, son expression s'adoucissant légèrement. « Qui essaies-tu d'atteindre dans cette station de métro ?» Émilie jeta un coup d'œil vers Marguerite, qui acquiesça presque imperceptiblement. « Mon père », répondit Émilie d'une voix à peine audible. C'était sa chanson préférée. Lors de ses derniers jours à l'hôpital, je la lui chantais quand les analgésiques ne faisaient plus effet. Jacques retira complètement ses écouteurs, puis chante comme s'il pouvait entendre aujourd'hui. Encore une fois. Émilie ferma les yeux. Dans l'obscurité qu'elle s'était imposée, elle visualisa le visage de son père, non pas tel qu'il était lors de ses derniers jours à l'hôpital, mais souriant et plein de vie, tel qu'elle se souvenait de lui à une époque plus heureuse. La première note qui sortit de sa gorge était chargée d'une telle émotion que Robert, qui observait à travers la vitre, dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Jacques restait parfaitement immobile, seule une larme s'échappant de derrière ses lunettes, trahissant son émotion. Émilie chantait désormais sans technique, sans penser consciemment à sa performance. Chaque phrase devenait une conversation avec un fantôme. Chaque note, un souvenir partagé.
Lorsque la dernière note s'évanouit dans le silence, elle ouvrit les yeux et trouva les deux hommes qui la regardaient avec la même expression d'émerveillement stupéfait. « C'est ça, dit finalement Jacques, d'une voix légèrement tremblante. Ça, on ne peut pas l'enseigner. » Il se tourna vers Robert. « Tu avais raison. » À travers la vitre, Émilie pouvait voir Marguerite pleurer en silence. Son visage était transformé par un mélange de chagrin et de fierté si profond qu'il transcendait la simple émotion. Jacques appuya sur le bouton de l'interphone. Émilie, ce n'était pas seulement du chant, c'était la vérité. Il retira ses lunettes et les essuya avec un chiffon. Et la vérité est la seule chose que cette industrie ne peut pas fabriquer, peu importe ses efforts. Alors qu'Émilie sortait de la cabine, Robert était déjà en grande conversation avec Marguerite. Des papiers étaient étalés entre eux sur une petite table. Des mots comme contrat de développement, formation vocale et dispositions éducatives flottaient dans l'air. Mais ce dont Émilie se souvenait le plus clairement des années plus tard, ce n'était pas le contrat ou les promesses. C'était le moment où Jack Reed l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit « Ne perds jamais ce que tu viens de nous montrer, car une fois que c'est perdu, toute la technique du monde ne pourra pas le rendre. » Dans le bus qui les ramenait chez elle, Émilie et Marguerite étaient assises en silence, une grande enveloppe avec le logo de Morel Records entre elles. À l'intérieur se trouvait un contrat de développement d'1 an soigneusement rédigé et révisé par un travailleur social et un avocat bénévole que Robert avait trouvé. Les mots « allocation mensuelle »,« formation vocale » et « droit d'auteur protégé » semblaient appartenir à un rêve fiévreux plutôt qu'à leur réalité. « Et s'il découvre que je suis une imposteur ?» murmura Émilie, son souffle formant de petites volutes de buée sur la vitre froide du bus. « Et si je ne suis pas assez bonne quand ça comptera vraiment ?» Un vieil homme assis à proximité se tourna vers elle en entendant ces mots. Il portait un manteau usé avec un insigne de vétéran à la boutonnière, le regard bienveillant mais fatigué. « Jeune fille, dit-il doucement, j'ai passé 3 ans au Vietnam à entendre mes amis mourir. Mais hier, dans cette gare, ta voix m'a apporté la paix pour la première fois depuis 5 décennies. » Il lui adressa un petit sourire. « Je ne connais rien au contrat, mais je sais reconnaître la vérité quand je l'entends. » Émilie le regarda, étonnée de l'impact que sa voix avait eu à son insu. « Vous chantez avec votre cœur, continua-t-il. Ne laissez personne vous enlever ça. » L'homme descendit à l'arrêt suivant, mais ses paroles restèrent gravées dans l'esprit Émilie, contrebalançant la peur qui menaçait de la submerger. Marguerite rouvrit l'enveloppe, ses doigts suivant le texte juridique qu'elle comprenait à peine. Robert lui expliqua tout 2 fois. Elle dit « La somme est modeste, mais elle est garantie, que tu enregistres ou non un album. Les dispositions relatives à l'éducation te permettront d'avoir une bonne éducation. » Émilie acquiesça, toujours bouleversée. « Et tes traitements ?» Les yeux de Marguerite s'adoucirent. « Tu n'as pas à t'en soucier. »« Si, » insista Émilie. « Si ça ne marche pas, Émilie, » l'interrompit Marguerite en prenant la main de sa petite fille. « Tu te souviens de ce que le producteur a dit à propos de la vérité ?» Émilie acquiesça. « Alors fais confiance à cette vérité. Tu es née pour chanter, pas pour la gloire ou l'argent, mais parce que ta voix touche les gens d'une manière inexplicable. » Marguerite serra la main d'Émilie. « Ta mère le savait. Ton père le savait aussi. Et maintenant, d'autres commencent à le savoir aussi. » Alors qu'elles approchaient de leur arrêt, Émilie baissa les yeux vers le contrat une fois de plus. Le papier était épais, cher, tellement différent des formulaires de l'école élémentaire Victor Hugo et des factures médicales qui remplissaient habituellement leur vie. Il représentait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Un avenir plein de possibilités. « Un jour à la fois », dit Marguerite doucement, reprenant le mantra qui les avait aidés à traverser les jours les plus sombres après la mort des parents d'Émilie. « Un jour à la fois », acquiesça Émilie, serrant l'enveloppe contre elle alors qu'elle descendait du bus dans l'air froid de la nuit. Son poids était à la fois terrifiant et réconfortant contre son cœur. Le petit spectacle de bienfaisance pour les femmes du refuge pour enfants avait lieu dans un ancien théâtre reconverti. Émilie se tenait en coulisses, vêtue d'une robe empruntée à fille adolescente de Valérie. Une offre de paix surprenante après des mois de scepticisme, tremblante d'énergie nerveuse, un malentendu avait entraîné des instructions incomplètes, la faisant arriver seulement 15 minutes avant son entrée en scène. Pas le temps de répéter, pas la possibilité de tester le microphone. Le nœud dans l'estomac d'Émilie se resserra lorsqu'elle jeta un coup d'œil à travers le rideau vers le public. Un mélange inconfortable de riches donateurs, en tenue élégante, assis à côté de femmes et d'enfants du refuge, dont beaucoup reconnaissaient Émilie de la station de métro. « 5 minutes »,
annonça le régisseur, un jeune homme harassé, muni d'un bloc-notes et d'un casque. La main d'Émilie chercha instinctivement celle de Marguerite, mais sa grand-mère était assise dans le public pour soulager ses articulations douloureuses du chaos des coulisses. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Émilie était vraiment seule avant une représentation. « Tu es nerveuse ?» lui demanda une voix derrière elle. Émilie se retourna et découvrit Diana Winters, la professeure de chant que Robert lui avait assignée 3 semaines plus tôt. Dans la soixantaine, Diana se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà foulé des scènes bien plus grandes que celle-ci. « Terrifiée, admit Émilie. Je n'ai rien préparé. Je ne sais même pas si le pianiste a le bon arrangement. » L'expression de Diana restait calme. « Bien, bien, » répéta Émilie, incrédule. « La perfection, c'est pour les studios d'enregistrement, » dit Diana. « La vraie musique, c'est quand quelque chose ne va pas et que ton instinct prend le dessus. » Elle redressa le col d'Émilie avec ses mains expertes. « C'est là qu'on découvre de quoi tu es vraiment faite. » Avant qu'Émilie ait le temps de répondre, le régisseur revint. « C'est à vous, mademoiselle Dubois. » Le chemin jusqu'au centre de la scène lui parut interminable. Les projecteurs l'aveuglèrent un instant, tandis que les applaudissements l'accueillaient. Émilie plissa les yeux, essayant de repérer Marguerite dans le public, mais les lumières l'empêchaient de voir au-delà des premiers rangs. Le pianiste commença l'introduction de Alléluia. Mais immédiatement, le cœur d'Émilie se serra. Il jouait dans la mauvaise tonalité, trop grave pour sa gamme vocale. Pendant un moment dévastateur, Émilie se figea complètement, la panique mongeant dans sa gorge. Au premier rang, un petit mouvement attira son attention. Une petite fille du refuge, âgée d'à peine 6 ans, levait les yeux vers Émilie avec une admiration sans borne. Émilie la reconnut immédiatement. C'était l'enfant qui déposait toujours ses dernières pièces dans la casquette d'Émilie dans le métro. À ce moment-là, Émilie a pris une décision. Elle a fait signe au pianiste d'arrêter, a pris une grande inspiration et a commencé à chanter a cappella dans la tonalité que son corps connaissait instinctivement. Sa voix, d'abord tremblante, a gagné en puissance à chaque phrase, remplissant le théâtre d'une émotion brute qui n'avait pas besoin d'accompagnement instrumental. Quand elle arriva au refrain, chaque syllabe de « Alléluia » portait le poids d'une vie de lutte et de petites victoires. Une donatrice au 3e rang ôta discrètement ses lunettes pour essuyer ses larmes. Robert, debout au fond de la salle, vit plusieurs personnes échanger des regards complices. Ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'Émilie entamait le 2e couplet, le pianiste reprit doucement, trouvant cette fois la bonne tonalité et suivant son exemple plutôt que l'inverse. Cette reprise sans faille transforma ce qui aurait pu être un désastre en quelque chose de plus puissant qu'une performance parfaite. Cela devint authentique, humain, réel. Quand la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence complet avant que les applaudissements n'éclatent. Pas des applaudissements polis de charité, mais une réaction authentique et spontanée à une émotion qui dépassait les mots. Dans les coulisses, Diana attendait avec un sourire rare. « Maintenant, tu sais, » dit-elle simplement. « Et maintenant ?» demanda Émilie, encore tremblante sous l'effet de l'adrénaline. « Que le seul véritable échec, c'est de ne pas faire confiance à ta voix quand tout le reste s'écroule. » Diana tendit une bouteille d'eau à Émilie. Les problèmes techniques avaient révélé ce soir quelque chose qu'une performance parfaite n'aurait jamais pu révéler. Robert apparut, les yeux brillants d'une excitation qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, » dit-il. « Elle ne vient pas souvent à ce genre d'événement, mais elle est venue spécialement après avoir entendu parler de toi. » Il conduisit Émilie dans une petite loge où une élégante dame âgée attendait, la posture impeccable malgré son âge, le regard toujours perçant malgré les décennies qui avaient passé et qui observait Émilie avec une intensité féline. « Diana Winters », dit Robert en la présentant officiellement. « Voici Émilie Dubois, la voix dont je t'ai parlé. » Diana tendit la main. « Vous avez brillamment géré cet incident. » Émilie cligna des yeux, perplexe. « Mais vous étiez juste en coulisses avec moi. » La femme rit, d'un rire étonnamment jeune. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. J'étais dans cette pièce en attendant de rencontrer la jeune chanteuse qui avait eu le courage d'interrompre son spectacle et de recommencer de son propre chef. » Alors qu'Émilie fixait la légendaire chanteuse de jazz, dont Marguerite avait écouté les enregistrements avec révérence sur leur vieux lecteur CD, elle se sentit à la fois ravie et terrifiée par le regard scrutateur de ses yeux expérimentés. « Chante-moi une gamme », demanda Diana sans préambule. Émilie, déconcertée par cette demande soudaine, s'exécuta. Diana posa doucement sa main sur la gorge d'Émilie. « Tu forces, observa-t-elle, son toucher professionnel plutôt qu'intrusif. Sans cette attention. À la longue, cela détruira ta voix. » Émilie reculait sur la défensive. « Ma voix est très bien. »
Diana sourit, non pas avec condescendance, mais avec compréhension. J'ai dit la même chose à 20 ans. À 30 ans, je saignais après chaque spectacle. À 40 ans, j'ai perdu ma voix complètement pendant 8 mois. Elle montra à Émilie une cicatrice presque invisible sur son cou. Une opération des cordes vocales, quelque chose qui aurait pu être évité avec une bonne technique. Le regard de Diana s'adoucit légèrement lorsqu'elle reconnut le mélange de fierté et de peur dans les yeux d'Émilie, un regard qu'elle avait elle-même porté autrefois. « Je ne suis pas là pour te rendre célèbre ou te faire gagner de l'argent, » dit-elle doucement. « Je suis là pour m'assurer que tu pourras encore chanter pour tes petits-enfants un jour. » Le conservatoire de musique de Montreuil se dressait devant Émilie, comme quelque chose d'un autre monde. Son imposante façade en briques rouges, avec ses colonnes doriques et ses vitraux élaborés, aurait tout aussi bien pu être un château de contes de fées, aussi magnifique qu'intimidant. Émilie serra plus fort son cahier d'occasion en suivant Diana à travers le hall d'entrée décoré. Dans ces couloirs décorés, les élèves portaient des instruments dans des étuis élégants, discutant avec animation de théorie musicale et de concours internationaux. Leurs vêtements, leur posture, même leur vocabulaire appartenaient à un univers auquel Émilie n'avait jamais eu accès. « Tout le monde commence un jour », murmura Diana en remarquant les yeux écarquillés et les épaules raides d'Émilie. Même ses enfants. Le premier cours de théorie musicale donna à Émilie envie de disparaître sous terre. Le professeur, un homme sévère avec des lunettes à monture métallique, demanda aux élèves d'identifier les intervalles joués au piano. D'autres élèves levèrent immédiatement la main, utilisant une terminologie qui aurait tout aussi bien pu être une langue étrangère pour Émilie. Quinte parfaite, septième mineur, quarte augmentée. Émilie resta figée, ne comprenant même pas la question. Son visage rougit d'humiliation lorsque le regard du professeur se posa sur elle, remarquant clairement son silence. « Pentatonique mineur », murmura une voix à côté d'elle. Émilie se retourna et vit un garçon de son âge, aux cheveux soigneusement peignés et aux yeux intelligents. Mark Chen, 13 ans, lui glissa discrètement une feuille de papier. « J'ai noté ce que j'ai appris en comparant avec des choses de la vie quotidienne, pas avec des termes italiens compliqués, » expliqua-t-il à voix basse. « Le thème de Star Wars est une quinte parfaite, le thème de Jaws est une seconde mineure. » Émilie fixa les notes, envahie par la gratitude, même si sa fierté était profondément blessée. « Merci » murmura-t-elle en retour. Alors que le cours se poursuivait, Émilie réalisa que le fossé entre elle et ses élèves était plus large qu'elle ne l'avait imaginé. Ils discutaient des systèmes de notation et des progressions d'accords avec la aisance d'une langue maternelle, tandis qu'elle luttait pour rester à flot dans cette mer de concepts inconnus. Ce soir-là, enfermée dans les toilettes du conservatoire, Émilie s'accorda 5 minutes de larmes silencieuses. « Peu importe que je chante bien », murmura-t-elle à son reflet, en aspergeant son visage rougi d'eau froide. « Je ne serai jamais comme eux, je ne serai jamais à ma place ici. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, elle trouva Marc qui l'attendait dans le couloir, faisant semblant d'étudier un tableau d'affichage. « Le premier mois est le pire », dit-il sans préambule. « J'ai pleuré tous les soirs pendant 3 semaines quand j'ai commencé l'année dernière. » Émilie se raidit. « Je ne pleurais pas. » Marc acquiesça poliment, acceptant ce mensonge évident. « Mes parents sont immigrés. Ils travaillent 16 heures par jour dans notre restaurant pour payer ce que ma bourse ne couvre pas. » Il haussa les épaules. « La plupart de ces enfants prennent des cours depuis qu'ils savent marcher. On est en train de rattraper notre retard. »« Comment tu fais ?» demanda Émilie, d'une voix faible mais pressée. « Je traduis tout dans ma langue d'abord. Ensuite, j'apprends leur façon de le dire. » Il lui adressa un léger sourire. « Tu veux qu'on étudie ensemble demain ? J'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'entraîner à expliquer des choses. » Pour la première fois de la journée, Émilie sentit une petite étincelle d'espoir dans ce pays étranger. Après 2 mois dans le programme de développement, l'état de Marguerite s'est gravement détérioré. L'opération que les médecins jugeaient indispensable dépassait largement la modeste allocation prévue dans le contrat d'Émilie. La polyarthrite rhumatoïde avait commencé à attaquer de nouvelles articulations, laissant Marguerite dans une douleur constante que même une augmentation des médicaments ne parvenait pas à soulager complètement. Une nuit, après avoir écouté sa grand-mère lutter pendant des heures contre la douleur avant de finalement sombrer dans un sommeil épuisé, Émilie se glissa silencieusement hors de l'appartement. L'air frais de la nuit lui frappa le visage comme une gifle alors qu'elle errait dans les rues désertes, l'esprit en ébullition, faisant des calculs impossibles. Ses pieds la ramenèrent inconsciemment à la station Broadway, étrangement vide à cette heure tardive. Émilie s'assit à l'endroit exact où elle avait l'habitude de chanter, mais sa gorge était serrée par l'angoisse. « Je pourrais arrêter les cours », murmura-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. «
Je pourrais trouver un vrai travail, économiser de l'argent pour l'opération. Chaque option semblait raisonnable prise isolément, mais s'effondrait sous le poids de la réalité. Elle avait 13 ans et n'avait aucune expérience professionnelle autre que celle de chanter pour quelques pièces, et abandonner la seule voie qui pourrait vous sauver toutes les deux à long terme. La voix résonna sur le quai désert. Diana sortit de l'ombre et s'installa à côté d'Émilie sans cérémonie. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Émilie, surprise par l'apparition soudaine de son mentor. « Parce que je suis aussi revenue à mes débuts, quand j'ai failli abandonner, » répondit Diana en montrant un coin du quai. « Là où je t'ai trouvé. »« Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Émilie, surprise par l'apparition soudaine de son mentor. « Parce que moi aussi, je suis revenue à mes débuts quand j'ai failli abandonner, » répondit Diana en montrant un coin de la gare. « Là, en 1975, je jouais du saxophone pour gagner quelques pièces après que mon père ait tout perdu et que nous ayons été expulsés. » Émilie fixa son professeur, la voyant sous un tout nouveau jour. « Tu ne m'as jamais raconté ça. Certaines histoires, on ne les raconte que quand on en a besoin, » répondit Diana. Elle ne lui offrit pas de consolation vide ou de platitude. Au lieu de cela, elle lui raconta comment un professeur lui avait un jour offert non seulement un refuge temporaire, mais aussi sa dignité. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. L'art qui vient de la nécessité est l'art dont le monde a le plus besoin. Les yeux de Diana étaient perdus dans ses souvenirs. Ta grand-mère a besoin que tu chantes, pas que tu abandonnes. Émilie secoua la tête. La musique ne paiera pas l'opération. Peut-être pas directement. Diana hésita, puis révéla ce qu'elle avait discrètement découvert. Un programme expérimental de traitement de la polyarthrite rhumatoïde qui acceptait de nouveaux patients. J'ai déjà parlé avec Robert, continua-t-elle. La Fondation Morel pour les Arts et la Santé existe depuis 5 ans, bien avant qu'il ne te découvre. Elle finance des traitements médicaux pour les artistes et leurs familles. Émilie redressa brusquement la tête. Je ne veux pas de charité. L'expression de Diana se durcit. Ce n'est pas de la charité, Émilie. C'est un investissement dans des vies qui méritent une seconde chance. Sa voix s'adoucit légèrement, comme l'investissement que quelqu'un avait autrefois fait dans une jeune fille sans abri qui jouait du saxophone dans cette même gare. Elles restèrent assises en silence, les trains passant de temps en temps dans un grondement sans s'arrêter. L'esprit d'Émilie était en proie à des émotions contradictoires, la fierté luttant contre le sens pratique, l'indépendance contre la nécessité. « Pourquoi es-tu vraiment venue me chercher ce soir ?» demanda finalement Émilie. La réponse de Diana fut simple. « Parce qu'il y a 45 ans, j'étais assise exactement là où tu es assise maintenant, pensant exactement la même chose que toi. » Elle se leva et lui tendit la main. « Et je sais maintenant ce que je ne pouvais pas voir à l'époque, qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la chose la plus forte que tu puisses faire. » Alors qu'elle marchait vers la sortie de la gare, Diana ajouta « La demande pour le programme de traitement est sur le bureau de Robert. Marguerite n'a plus qu'à la signer. » Émilie s'arrêta en haut des escaliers, regardant la plateforme vide où son voyage avait commencé. « Est-ce que ce sera toujours aussi difficile ?» Diana ne mâcha pas ses mots. Certaines choses deviennent plus faciles, d'autres deviennent plus difficiles d'une manière ou d'une autre. Elle posa doucement sa main sur l'épaule d'Émilie. « Mais tu ne seras plus seule. » L'air nocturne semblait moins oppressant lorsqu'elles émergèrent dans la rue. Le poids sur les épaules d'Émilie n'avait pas disparu, mais il était en quelque sorte mieux réparti. Lors d'un après-midi particulièrement frustrant, Émilie a essayé à plusieurs reprises un exercice de respiration technique qui semblait impossible à maîtriser. Sa frustration a monté jusqu'à ce qu'elle jette finalement la partition par terre. « Je n'y arrive pas !» s'est-elle exclamée, la voix brisée par l'émotion. « Je ne suis pas comme les autres élèves. » Diana, plutôt que de la réprimander, a fermé doucement le cahier d'exercice. « Essayons quelque chose de différent, » dit-elle en conduisant Émilie dans une petite pièce acoustique sans fenêtre, avec seulement 4 murs recouverts de panneaux insonorisants. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Émilie, la tension encore perceptible dans sa voix. « Un espace sûr, » répondit simplement Diana. « Ici, il n'y a pas de technique, pas de public, pas d'attente, juste toi et ta vérité. » Diana éteignit les lumières, laissant la pièce dans la quasi-obscurité, avec seulement une faible lumière de sécurité près de la porte. « Maintenant, » dit-elle, « chante quelque chose que tu ne chanterais jamais devant quelqu'un d'autre. » Émilie hésita dans l'obscurité protectrice. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelque chose de privé ? Quelque chose qui te fait peur ? Quelque chose de vrai ?» Après un long silence, Émilie trouva son courage. Elle commença par une mélodie sans paroles, improvisée et brute. Les notes furent d'abord timides, hésitantes,
mais elles s'amplifièrent à mesure qu'elle laissait ses véritables émotions remonter à la surface. La colère contre ses parents qui l'avaient abandonnée, la peur que Marguerite subisse le même sort, la rage contre un monde qui obligeait les enfants à chanter pour quelques pièces alors que d'autres prenaient des cours de musique pour acquis. Sa voix gagna en intensité, s'interrompant parfois par des sanglots, mais elle ne s'arrêta pas. Elle mit tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans des sons qui n'avaient pas besoin de mots. Le chagrin, la peur, la solitude et l'espoir désespéré que d'une manière ou d'une autre, tout pourrait encore s'arranger. Quand elle finit enfin, épuisée et vulnérable, Diana ralluma lentement la lumière, ses yeux brillant étrangement dans la lumière soudaine. « C'est ça », dit-elle d'une voix inhabituellement chargée d'émotion, ce qu'aucun conservatoire ne peut enseigner. Elle s'approcha d'Émilie et posa doucement ses mains sur les épaules de la jeune fille. La technique existe pour servir cette vérité, pas pour la remplacer. À partir de ce jour, Diana a complètement adapté sa méthode d'enseignement, utilisant des images plutôt que de la terminologie. Elle a appris à Émilie à ressentir la musique dans son corps avant d'essayer de la déchiffrer sur le papier. « Tu n'as pas besoin d'apprendre comme eux », lui expliquait-elle, lorsqu'Émilie maîtrisait un passage difficile grâce à la conscience de son corps plutôt qu'à des instructions écrites. « Tu dois traduire ce qu'ils savent dans le langage que ton corps comprend déjà. » Après chaque cours officiel au conservatoire, elle retournait dans la pièce sombre pour ce que Diana appelait des « séances de vérité ». 15 minutes d'expression vocale totalement libre qui honorait la puissance émotionnelle brute d'Émilie tout en protégeant sa technique en développement. La plupart des chanteurs passent des années à apprendre la technique, puis ont du mal à retrouver leurs émotions authentiques. Diana a observé « Tu fais tout à l'envers, et c'est peut-être ta plus grande force ». Au fil des semaines, Émilie a commencé à faire le pont entre les deux mondes, découvrant que la technique n'avait pas à étouffer la vérité, mais pouvait au contraire lui donner des ailes pour s'envoler plus haut et plus loin que jamais. Le récital semestriel du Conservatoire de Montreuil a attiré des familles élégantes et des critiques musicaux locaux. Dans les coulisses, les élèves réglaient leurs instruments coûteux et révisaient des partitions complexes. Émilie, plus confiante après 6 mois de formation adaptée, portait une simple robe bleu marine que Diana l'avait aidée à choisir, modeste mais digne, à l'image de sa mentor. 2 heures avant le spectacle, Robert est apparu à l'improviste dans les coulisses. Il devait remettre ceci en main propre, a-t-il dit en tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'hôpital. Marguerite avait été acceptée dans le programme de traitement expérimental qui commençait la semaine suivante. L'émotion submergeait Émilie, un mélange de soulagement et de gratitude qui menaçait de se transformer en larmes. « Concentre-toi sur ta performance », lui conseilla gentiment Robert. « Elle sera là pour te regarder. » Quand Émilie est enfin montée sur scène, elle a aperçu Marguerite au 3e rang, assise à côté de Robert. Le visage de sa grand-mère trahissait la douleur constante, mais ses yeux brillaient d'une fierté indéniable. Dans le public, Émilie a également aperçu Marc qui tenait discrètement une pancarte. « Montre-leur la vraie Émilie ». Un piano solitaire l'accompagna pour le morceau classique qu'elle avait répété pendant des semaines. Elle commença exactement comme elle l'avait répété, avec une technique raffinée et précise, témoignant de l'enseignement patient de Diana. Le public écoutait avec admiration, reconnaissant la qualité de l'exécution. À mi-chemin de la représentation, cependant, Émilie fit quelque chose d'inattendu. Elle fit signe au pianiste pour changer l'arrangement, introduisant des éléments du style gospel que Marguerite lui avait enseigné des années plus tôt. Cette fusion transforma le morceau en quelque chose de complètement nouveau, techniquement précis, mais imprégné de l'émotion brute de ses jours dans le métro. Le pianiste, d'abord surpris, s'adapta rapidement, suivant Émilie dans ce territoire musical inconnu. La pièce classique s'est épanouie pour devenir quelque chose qui rendait hommage aux deux mondes. La formation classique du conservatoire est la seule tradition profonde qu'Émilie avait héritée de sa grand-mère. Alors qu'elle approchait des dernières notes, Émilie a regardé directement Marguerite, dont les yeux étaient remplis de larmes de reconnaissance. Sa petite fille avait trouvé un moyen d'honorer à la fois sa nouvelle éducation et ses racines. Diana, debout au fond de la salle, souriait légèrement. C'était le moindre signe d'approbation. Mais venant d'elle, cela signifiait tout. Une critique musicale assise au premier rang griffonnait frénétiquement dans son carnet. Dubois ne se contente pas d'interpréter la musique, elle la réinvente sous nos yeux. Lorsque la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence stupéfait avant que les applaudissements n'éclatent. Pas la reconnaissance polie d'une prouesse technique, mais la réaction authentique de ceux qui ont été témoins de quelque chose d'authentique et d'inattendu. Dans les coulisses, Marc fut le premier à la rejoindre. « Tu as réussi », dit-il simplement.
tu as amené ta station dans leur salle de concert. Diana est apparue quelques instants plus tard, l'expression calme, mais les yeux trahissant une profonde satisfaction. Souviens-toi de ce sentiment, lui a-t-elle conseillé doucement. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes d'essayer d'être comme eux et que tu leur montres qui tu es vraiment. Émilie a hoché la tête, comprenant enfin ce que sa mentor lui avait enseigné tout au long de sa carrière. Le véritable art ne consistait pas à s'intégrer. Il s'agissait de se démarquer de la manière la plus honnête possible. Un an plus tard, Émilie, âgée de 13 ans, se tenait dans le studio d'Imorel Records pour enregistrer son premier EP. Ses mains ajustaient avec assurance le casque tandis qu'elle suggérait de subtils changements à l'arrangement du morceau titre Voices from the Station. À travers la vitre de la salle de contrôle, Robert la regardait avec une admiration silencieuse. La transformation de la jeune fille timide qui chantait pour quelques pièces de monnaie en cette jeune artiste sûre d'elle qui savait exactement ce qu'elle voulait exprimer le surprenait encore. Aujourd'hui, Émilie parlait couramment le langage de la musique tout en conservant la puissance émotionnelle authentique qui avait d'abord attiré son attention. « On recommence le pont une dernière fois », suggéra Émilie d'une voix claire à travers l'interphone du studio. « Je pense qu'on pourrait mieux faire ressortir l'harmonie si Mark entrait un temps plus tôt. » Mark Chen, assis au piano dans la cabine d'enregistrement, acquiesça. Leur amitié s'était transformée en une collaboration créative où sa formation classique complétait l'approche intuitive d'Émilie. Le morceau qu'ils étaient en train d'enregistrer mettait en valeur son arrangement innovant au piano, qui soutenait la voix d'Émilie d'une manière qui rendait hommage à leur parcours musical. Plusieurs photos étaient accrochées au mur du studio. Marguerite souriante après sa première opération réussie. Elle faisait désormais partie d'un essai clinique prometteur. Émilie et Diana au récital du conservatoire. Le quai de métro original où tout avait commencé. Une petite plaque sous cette dernière photo indiquait simplement où la vérité résonnait. « C'est celle-là », dit Émilie, après la 5e prise du pont. Le producteur acquiesça, reconnaissant qu'Émilie savait exactement quand elle avait capturé l'essence qu'elle recherchait. L'EP ne deviendrait pas un succès viral instantané, ni ne se classerait en tête des charts grand public. Au lieu de cela, il gagnerait progressivement en reconnaissance sur les stations de radio indépendantes et les plateformes de streaming. Le producteur acquiesça, reconnaissant qu'Émilie savait exactement quand elle avait capturé l'essence qu'elle recherchait. L'EP ne devint pas un succès viral instantané, ni ne se classa en tête des charts mainstream. Au contraire, il gagna progressivement en notoriété sur les stations de radio indépendantes et les plateformes de streaming trouvent un public qui privilégiait l'authenticité à la perfection artificielle. Robert, dans des interviews sélectionnées, a inspiré la création du Station Project, une initiative de la Fondation Morel qui a installé de petits studios d'enregistrement dans des centres communautaires de quartiers défavorisés. La musique ne devrait pas être un luxe, avait déclaré Émilie dans une interview accordée à un journal local. Ces mots ont trouvé un écho chez les lecteurs et sont finalement devenus la devise officieuse du projet. Après la dernière session, Robert, Émilie et Marguerite ont marché ensemble dans les rues de Montreuil. Marguerite se déplaçait plus facilement maintenant, les traitements expérimentaux ayant considérablement réduit sa douleur. Même si elle ne serait jamais complètement guérie, sa qualité de vie s'était améliorée de façon incroyable. « J'ai réfléchi », dit Robert alors qu'il s'arrêtait pour prendre un chocolat chaud dans un petit café. Le projet de la gare a besoin d'un jeune ambassadeur, quelqu'un qui puisse établir un lien avec les jeunes comme je n'ai jamais pu le faire. Émilie comprit immédiatement ce qu'il suggérait. « Tu veux que j'enseigne » Robert acquiesça. « Pas des cours traditionnels, quelque chose qui ressemble plus à ce que Diana a fait pour toi. Trouver la voix unique de chaque personne et l'aider à la développer à sa manière. » Émilie réfléchit à l'idée, se souvenant de son propre parcours. « J'aimerais bien, dit-elle finalement, mais je veux le faire là où tout a commencé. » La semaine suivante, Émilie retourna à la gare de Broadway par une soirée d'hiver. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 5 jeunes musiciens du projet l'accompagnaient. Une fille avec une guitare, un garçon doué pour le beatbox, des jumeaux avec des harmonies vocales et un ado avec une batterie improvisée faite à partir de seaux. À l'endroit même où elle chantait autrefois pour gagner quelques pièces, Émilie guidait maintenant ses nouveaux talents. « Peu importe d'où vous venez », leur dit-elle, alors qu'ils se préparaient pour une performance improvisée. « Ce qui compte, c'est la sincérité que vous mettez dans chaque note. » Alors qu'ils commençaient à jouer ensemble, les passants ont ralenti, formant un cercle autour du groupe. Parmi eux, observant discrètement à distance, se tenaient Robert et Diana, regardant leur protégé devenir un mentor. La voix d'Émilie, désormais techniquement raffinée, mais conservant toute sa puissance émotionnelle originale, s'élevait au-dessus des bruits de la ville.
Son parcours ne s'était pas terminé par la gloire ou la fortune, mais par quelque chose de bien plus précieux, la capacité de créer des échos qui résonneraient à travers les générations. Alors que la musique emplissait la gare, Émilie croisa le regard d'une jeune fille qui la regardait avec une admiration non dissimulée. Avec un sourire, elle fit signe à l'enfant de les rejoindre, élargissant le cercle comme d'autres l'avaient fait pour elle autrefois. Un an plus tard, Émilie, âgée de 13 ans, se tenait dans le studio de Morel Records pour enregistrer son premier EP. Ses mains ajustaient avec assurance le casque tandis qu'elle suggérait de subtiles modifications à l'arrangement du morceau titre « Voices from the Station ». À travers la vitre de la salle de contrôle, Robert la regardait avec une admiration silencieuse. La transformation de la jeune fille timide, qui chantait pour quelques pièces de monnaie, en cette jeune artiste sûre d'elle, qui savait exactement ce qu'elle voulait exprimer, le surprenait encore. Aujourd'hui, Émilie parlait couramment le langage de la musique, tout en conservant la puissance émotionnelle authentique qui avait d'abord captivé son attention. « On recommence le pont une fois de plus », suggéra Émilie, sa voix claire dans l'interphone du studio. « Je pense qu'on pourrait mieux faire ressortir l'harmonie si Marc entrait un temps plus tôt. » Marc Chen, assis au piano dans la cabine d'enregistrement, acquiesça d'un signe de tête. Leur amitié avait évolué pour devenir un partenariat créatif, sa formation classique complétant l'approche intuitive d'Émilie. Le morceau qu'ils enregistraient mettait en valeur son arrangement innovant au piano, qui soutenait la voix d'Émilie d'une manière qui rendait hommage à leur parcours musical à tous les deux. Sur le mur du studio étaient accrochées plusieurs photos de Marguerite souriante après sa première opération réussie, qui faisait désormais partie d'un essai clinique prometteur. Émilie et Diana au récital du conservatoire. Le quai de métro original où tout avait commencé. Une petite plaque sous cette dernière photo indiquait simplement où la vérité avait résonné. « C'est celle-là », dit Émilie. Après la 5e prise de la section pont, le producteur a hoché la tête, reconnaissant qu'Émilie savait exactement quand elle avait capturé l'essence qu'elle recherchait. L'EP ne devint pas un succès viral instantané, ni ne se classa en tête des charts grand public. Au contraire, il gagna progressivement en notoriété sur les stations de radio indépendantes et les plateformes de streaming, trouve un public qui privilégiait l'authenticité à la perfection artificielle. L'histoire d'Émilie, soigneusement partagée par Robert à travers des interviews, a inspiré la création du Station Project, une initiative de la Fondation Morel qui a installé de petits studios d'enregistrement dans des centres communautaires des quartiers défavorisés. La musique ne devrait pas être un luxe, avait déclaré Émilie dans une interview accordée à un journal local. Ces mots ont trouvé un écho chez les lecteurs et sont finalement devenus la devise officieuse du projet. À la fin de la dernière session, Robert, Émilie et Marguerite ont marché ensemble dans les rues de Montreuil. Marguerite se déplaçait plus facilement maintenant, les traitements expérimentaux ayant considérablement réduit sa douleur. Même si elle ne serait jamais complètement guérie, sa qualité de vie s'était améliorée de manière incommensurable. « J'ai réfléchi », dit Robert, alors qu'il s'arrêtait pour boire un chocolat chaud dans un petit café. Le projet de la gare a besoin d'un jeune ambassadeur, quelqu'un qui puisse créer un lien avec les jeunes comme je n'ai jamais pu le faire. Émilie comprit immédiatement ce qu'il suggérait. « Tu veux que j'enseigne » Robert acquiesça. Pas des cours traditionnels, plutôt quelque chose qui ressemble à ce que Diana faisait pour toi. Trouver la voix unique de chaque personne et l'aider à la développer à sa manière. Émilie réfléchit à cette idée, se remémorant son propre parcours. « J'aimerais bien », dit-elle finalement, « mais je veux le faire là où tout a commencé. » La semaine suivante, Émilie retourna à la gare de Broadway par une soirée d'hiver. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 5 jeunes musiciens du projet l'accompagnaient. Une fille avec une guitare, un garçon doué pour le beatbox, des jumeaux aux voix harmonieuses et un adolescent avec une batterie improvisée à partir de sauts. À l'endroit même où elle avait autrefois chanté pour quelques pièces, Émilie guidait désormais ses nouveaux talents. « Peu importe d'où tu viens », leur a-t-elle dit alors qu'ils se préparaient pour une performance improvisée. « Ce qui compte, c'est la sincérité que tu mets dans chaque note. » Alors qu'ils commençaient à jouer ensemble, les passants ont ralenti, formant un cercle autour du groupe. Parmi eux, observant discrètement à distance, se tenaient Robert et Diana, regardant leur protégée devenir une mentor. La voix d'Émilie, désormais techniquement raffinée, mais conservant toute sa puissance émotionnelle, s'éleva au-dessus des bruits de la ville. Son parcours ne s'était pas terminé par la gloire ou la fortune, mais par quelque chose de bien plus précieux, la capacité de créer des échos qui résonneraient à travers les générations. Alors que la musique emplissait la gare, Émilie croisa le regard d'une jeune fille qui la regardait avec une admiration non dissimulée.
Avec un sourire, elle fit signe à l'enfant de les rejoindre, élargissant le cercle comme d'autres l'avaient fait pour elle autrefois. La fillette hésita, puis s'avança timidement. Émilie s'agenouilla à sa hauteur et lui murmura quelque chose qui la fit sourire. Quelques instants plus tard, sa petite voix se joignit à l'harmonie. D'abord hésitante, elle prit peu à peu confiance sous les encouragements d'Émilie qui lui faisait signe de continuer. À cet instant, Robert se souvint d'Hélène et de son insistance à dire que le vrai succès ne se mesurait pas au nombre d'albums vendus ou aux Grammy Awards, mais à ce que l'on donnait en retour au monde. Diana, qui regardait son élève devenir enseignante, éprouvait une rare satisfaction à voir un héritage se perpétuer. Marguerite, qui avait insisté pour venir malgré le froid, était assise sur un banc à proximité, les yeux brillants de larmes contenues. 3 générations de talent musical avaient conduit à ce moment. Ses rêves interrompus, la joie de vivre de sa fille et maintenant le talent florissant d'Émilie se fondaient en quelque chose de plus grand que n'importe quel parcours individuel. L'EP Voices from the Station allait finalement dépasser son modeste succès initial et se retrouver entre les mains de producteurs et d'artistes qui ont reconnu l'authenticité rare de la voix d'Émilie. Des offres allaient affluer, certaines promettant la gloire, d'autres la fortune. Mais Émilie allait aborder chacune d'elles avec le discernement prudent que Diana lui avait enseigné, comprenant que le bon chemin n'était pas toujours le plus évident. Le projet Station allait dépasser New York pour s'étendre à d'autres villes du pays. Alors que d'autres pros de la musique reconnaissaient la valeur du modèle, Marc allait développer une méthode d'enseignement révolutionnaire, alliant la formation classique à l'approche émotionnelle qu'Émilie lui avait fait découvrir, pour finalement publier un livre qui remettait en question l'enseignement musical traditionnel. Mais en cette soirée d'hiver, rien de tout cela n'était encore visible. Il n'y avait que la musique qui résonnait dans une station de métro. Les mêmes notes qui avaient autrefois été jouées dans un moment de désespoir étaient maintenant offertes librement dans un moment de célébration. La voix d'Émilie s'éleva au-dessus des bruits de la ville, claire et réelle, prouvant que certains voyages ne se terminent pas par la gloire ou la fortune, mais par un effet qui dure longtemps après que la musique s'est arrêtée. Quand le concert improvisé s'est terminé et que les passagers ont déposé leurs dons, bourse du projet Station, Robert a hoché la tête une fois, et ce geste a dit tout ce qu'il y avait à dire. Cette musique les avait sauvés tous les deux. Certains sons méritent d'être entendus, et parfois les échos les plus forts sont ceux qui reviennent là où ils ont commencé. Si cette histoire t'a ému, partage dans les commentaires ce qui t'a touché et ce que tu as compris. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne Spirituelles Histoires, car ici, chaque note raconte une histoire de vie.